Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, le magazine de l'innovation, du numérique qui chaque vendredi vous permet de découvrir un sujet en profondeur à travers une personnalité qui l'incarne. Alors aujourd'hui c'est pratiquement tout un écosystème que j'ai invité en plateau puisqu'il s'agit de Maya Noël qui est la nouvelle directrice générale de France Digital, autrement dit la plus grande association de start-up d'Europe. Je l'interrogerai sur son actualité puisque France Digital vient de publier un manifeste pour la présidentielle 2022. Alors des propositions très concrètes pour faire de la France un champion du numérique et des technologies. On en parle donc dans la grande interview. Et puis Smart Tech se refermera sur son grand rendez-vous dans l'espace qui sera dédié cette semaine à la mission d'observation de l'univers par le télescope James Webb. Mais tout de suite, donc place à cette interview, cette grande interview manifeste. Alors c'est une jeune femme entrepreneuse qui a déjà quelques faits d'armes à son actif dans l'écosystème français qui va nous dévoiler cette première liste de propositions concrètes portées par plus de 2000 startups françaises du numérique et de la tech pour le prochain quinquennat. Je vous fais son portrait très rapidement à mon invitée franco-thaïlandaise, d'abord chasseuse de tête avant de devenir responsable d'équipe pour un expert en recrutement, ce qui lui a définitivement donné le goût des ressources humaines et aussi celui de l'entrepreneuriat. Donc c'est quand qu'elle cofonde une plateforme européenne de recrutement qu'elle entre au sein de France Digital, la première organisation de start-up en Europe, où elle s'implique très activement jusqu'à être élue à l'unanimité par un conseil de 20 entrepreneurs et investisseurs du numérique. Elle est donc officiellement sa nouvelle directrice générale depuis quelques jours. Bonjour Maya Noël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je disais France Digital, la plus grande organisation de start-up d'Europe. Il faut peut-être expliquer ce que c'est exactement cette association. En fait, c'est une organisation indépendante. Si je compare à la mission French Tech, comment vous vous situez ? Effectivement, donc nous on est la plus grosse association de start-up en Europe. Ça veut dire quoi ? On représente aujourd'hui 2000 membres, des membres à la fois start-upers, donc des start-up et des investisseurs. Et comment on se différencie de la French Tech ? C'est vrai que c'est une question parfois qui trotte dans les esprits, c'est un peu compliqué à comprendre. Nous, on a été créé en 2012, suite au mouvement des pigeons, dans une revendication de la part de ces entrepreneurs qui, effectivement, une start-up n'est pas une entreprise classique. Donc, il faut comprendre les mécanismes. C'est une revendication fiscale. Exactement, c'était une revendication d'abord fiscale. Le premier enjeu pour notre start-up était de faire comprendre ce qu'était une start-up déjà, les mécanismes notamment de financement. Et puis là, aujourd'hui, on a quand même bien évolué. Et on n'est plus dans ce travail de démocratisation, d'évangélisation. Là, on est... Plus c'est des revendications, on va dire, mais sur vraiment de la construction pour l'après, sur comment est-ce qu'on fait effectivement pour créer des champions du numérique. C'est le rôle de France Digital. Comment on se Et ça a basculé quand, cette évolution de la mission de France Digital, finalement ? Elle a toujours été la même, notre mission, créer des champions du numérique, en France et en Europe. C'est juste qu'aujourd'hui, dans l'esprit, je pense à la fois du grand public et des politiques, le numérique est déjà présent et un peu mieux compris. Donc notre travail, on va dire, de pédagogie continue et continuera. Et c'est aussi pour ça qu'on fait un manifeste qui est aussi une manière de vulgariser un peu plus le sujet pour des personnes qui ne s'y intéressent pas forcément. Mais donc pour nous comparer à la French Tech, je pense notamment parce que c'est un bon exemple, on est indépendant. C'est-à-dire que la French Tech dépend du gouvernement, c'est un bras armé du ministère de l'économie qui s'intéresse à nos startups et c'est super, c'est une super réponse en fait du gouvernement par rapport à notre problématique parce qu'on a un vrai échange directement avec eux. Mais nous, on reste indépendants parce qu'on a des combats qu'on doit mener, peu importe qui est où. Donc ça n'a pas rendu inutile votre organisation ? Au contraire, je trouve que c'est une formidable réponse. Et on arrive aujourd'hui à travailler ensemble, et ça c'est déjà une première belle étape. Maintenant, c'est pas simplement travailler et se satisfaire déjà des premiers points positifs qu'on peut observer. Aujourd'hui, on a un écosystème qui est très dynamique dans les startups. On a beaucoup de mentions de levée de fonds. On a des licornes en France et c'est quelque chose dont on peut déjà être assez fier. Mais on ne peut pas se satisfaire de cette position parce que quand on se compare derrière à l'Angleterre, à l'Allemagne et bien entendu aux États-Unis, on reste quand même très à la traîne. Et donc
nous, ça, si j'entends entre les lignes, peut-être, c'est que Mission French Tech, il y a un objectif vraiment de créer un maximum de licornes. En tout cas, c'est le discours officiel qu'on entend. Du côté de France Digital, vous travaillez davantage à des conditions réglementaires, fiscales, qui permettraient de passer l'étape d'après, c'est-à-dire après la licorne, devenir un vrai grand nom du numérique. Alors, je ne limiterai pas, je pense, la mission French Tech au fait de créer des licornes. C'est pas ce que je voulais dire. C'est simplement que on est arrivé à une bonne étape, mais on ne peut pas se satisfaire de cette étape-là. Il faut penser à l'après. Le but n'est pas de créer des licornes, mais de créer vraiment des champions du numérique qui vont pouvoir aller concurrencer des GAFA. Et donc, on est en train d'avancer sur ce chemin-là, mais ça nécessite quand même de continuer d'accélérer et pas de se satisfaire de ça. Oui. Et donc, vous avez des revendications, visiblement, puisque vous publiez un manifeste des startups françaises pour la présidentielle 2022. Vraiment dans les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des revendications fortes aujourd'hui qui doivent être portées par les candidats à l'élection, la grande élection nationale? Plus que des revendications, c'est des recommandations. En tout cas, c'est une boîte à outils qu'on met à disposition des candidats pour leur dire voilà comment nous aider. Comment nous aider sur 4 grands axes principaux, et en même temps c'est aussi un contrat dans les deux sens. Nous, à travers ça, on s'engage à la fois à construire et à défendre une vraie souveraineté européenne technologique. On s'engage aussi à continuer de créer des emplois durables, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui avec plus d'1 million d'emplois créés dans le digital, dans les startups, et on va pouvoir continuer à le faire si on nous en donne les moyens. Il y a aussi tout un sujet sur la fracture numérique dans les territoires et la possibilité en fait de lier à la fois la transition numérique avec la transition écologique et sociale. Et puis enfin, continuer à apprendre, à nous aider à financer les bons projets, donc avec différentes mesures. Et donc, alors là, vous dites, nous, on s'engage. Donc, c'est quoi ce manifeste? C'est des engagements du côté des startups, à condition que certaines conditions soient mises en place? C'est vraiment cette logique de boîte à outils. On sait qu'aujourd'hui, on a une belle capacité. On a, je pense, prouvé qu'on était un moteur économique, encore plus pendant la crise du Covid, où je pense que la vaccination a pu être possible grâce à une start-up qui est Doctolib. On a pu voir que grâce au numérique, on a pu prolonger l'éducation, la téléconsultation, enfin plein de choses. Donc le numérique, on sait que c'est un super moteur. Maintenant, il faut pouvoir aussi accélérer. Et on a besoin effectivement de moyens. Donc de manière... Alors si on prend le premier thème, alors construire et défendre une vraie souveraineté technologique européenne, moi j'y ai trouvé comme demande à l'intérieur de ce manifeste, notamment améliorer l'accès à la commande publique des startups. Oui. Très compliqué aujourd'hui d'accéder à la commande publique? C'est pas que c'est toujours très compliqué. Oui, effectivement, c'est possible, mais c'est compliqué parce que les critères ne correspondent pas, notamment en échelle de temps, à des startups toujours. Et au-delà de simplifier l'accès aux startups, je pense aussi aujourd'hui qu'on a une position assez naïve où, au final, il n'y a que 25% d'acteurs européens qui répondent aux commandes publiques européennes. Ça veut dire que le reste est fait par des Américains ou des Asiatiques. Donc là-dessus, c'est aussi à nous d'avoir cette responsabilité-là. Où est la responsabilité? C'est ce que j'allais dire. D'assumer une préférence européenne dans la commande publique. D'accord. Qui serait un quota? On pourrait fixer un quota? Ça veut dire que dans la mesure du possible, il faut pouvoir privilégier des mais on pourrait imposer, je ne sais pas, Je ne sais pas si la mesure passe par un quota. En tout cas, effectivement, c'est simplifier et encourager donc, du coup, les acheteurs, notamment les acheteurs publics, les former un peu mieux pour être vigilants à cette préférence européenne et à faire le bon choix. On pourrait avoir la même analyse avec le carnet de commandes des entreprises du CAC 40 ? Effectivement, après, là, c'est l'ordre du privé, donc c'est peut-être plus difficile, mais on les encourage aussi. Nous, on discute en tant que France Digital, et c'est aussi dans notre activité au quotidien, on dit qu'on parle beaucoup avec des startups et des entrepreneurs, mais en fait, c'est tout un écosystème. Et dans cet écosystème, il y a effectivement les grands acteurs du CAC 40 qui sont très importants. Et il faut absolument qu'il y ait des liens qui se créent, à la fois parce que c'est un marché très important pour nos startups, mais aussi parce que c'est des possibilités d'exit pour nos startups. Et c'est ça aussi l'enjeu quand on parlait d'accompagner, créer une licorne, c'est bien, mais aussi il faut penser à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est souvent l'étape du rachat, donc soit par un acteur privé, soit avec... Et dans l'idéal, autant se faire racheter par une grande entreprise française. Exactement. Et d'ailleurs, je signale que vous étiez, avant d'être nommée directrice générale de France Digital, vous aidiez aux coopérations entre les startups et les grands groupes. Principale difficulté, c'est laquelle ? Il y en a plusieurs à tous les niveaux. Je pense qu'il y a cette notion de formation effectivement des acheteurs
pour qu'ils puissent du coup commander auprès des startups. Il y a aussi cette espèce de barrière encore culturelle. Ça reste un peu similaire à la commande publique, effectivement, parce qu'on demande certains critères de fiabilité, ce que je comprends à des startups. Mais il faut aussi comprendre que l'échelle de temps d'une startup n'est pas la même, que avoir des délais d'1 an pour prendre une décision, c'est pas possible quand on a une entreprise qui en 1 an peut pivoter plusieurs fois. Alors là, ça engage une grosse révolution culturelle pour ces entreprises du CAC 40. C'est culturel. Je voulais avoir aussi votre avis, prendre une position, j'imagine que France Digital fait ça aussi, sur le cloud souverain. Il y a la doctrine gouvernementale qui a suscité pas mal de polémiques, un nouveau plan pour le cloud qui a été aussi annoncé et présenté par Cédric O. Quelle est la position de France Digital sur les choix qui sont faits aujourd'hui par le gouvernement en place ? Il y a un fait qui est quand même assez troublant, c'est qu'aujourd'hui, 75% de l'offre dans le cloud est américaine, produite par des GAFA. Donc il y a véritablement effectivement un enjeu de souveraineté derrière. On parle même d'uniquement 2% de part de marché pour les 2 géants, on va dire, européens sur le marché de l'offre européen. Disponible, et quand en plus derrière on fait des choix, effectivement ils vont tous être plutôt vers des GAFAM. Donc il y a un véritable enjeu de souveraineté, parce qu'effectivement au-delà de ça, il y a ce problème de données extraterritoriales. Donc cet accès qu'il faut absolument protéger, parce qu'aujourd'hui les données, c'est notre capital numérique. Il faut pouvoir le protéger. Donc je ne dis pas qu'il faut être autosuffisant et tout concentrer dans du cloud forcément français. Aujourd'hui encore, on n'a pas forcément la capacité d'ailleurs de pouvoir tout assumer, mais il faut vraiment aller dans cette direction-là, et puis en commençant par nos données qui sont les plus stratégiques. Bon, alors, deuxième grande thématique, c'est l'emploi. L'écosystème start-up, c'est à peu près 1 million d'emplois aujourd'hui en France. C'est 1 million d'emplois déjà créés, avec une véritable accélération, et plus de 200 000 emplois qui vont arriver d'ici 2025. Donc 90% CDI. 90% en CDI, 77% aujourd'hui, c'est le taux d'emploi créé en France. Il y a aussi des emplois qui sont créés à l'étranger, mais c'est hyper positif parce que ça prouve que nos startups deviennent internationales. Donc effectivement... Et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'emploi alors ? Ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui ? Le problème qui manque aujourd'hui, c'est que pour 64% de nos membres aujourd'hui, la possibilité de recruter des bons talents est le premier frein de croissance, parce qu'ils ne trouvent pas les bons talents. Parce qu'ils sont recrutés aussi par les géants étrangers ? Déjà parce qu'il y a une véritable concurrence à l'international et qu'il faut être nous-mêmes en mesure de pouvoir aussi les attirer avec des packages salariaux, je pense, attractifs. Mais nous, ce qu'on pousse aussi comme mesure dans notre manifeste, c'est la possibilité donc d'attribuer plus facilement des BSPCE. Donc les BSPCE, je pense que les auditeurs peut-être sont déjà sensibilisés. Expliquez-nous, c'est jamais. L'actionnariat des salariés, en fait, c'est la possibilité d'attribuer des parts. Et ça, c'est un outil qui est formidable, parce que du coup, l'employé se sent engagé dans l'entreprise, et c'est un bon moyen de l'attirer et de l'intéresser à la croissance et à la réussite de l'entreprise. Néanmoins, c'est un outil qui est possible que jusqu'à il y a une limite d'âge de l'entreprise. En gros, c'est dans les 10 premières années qu'on peut en attribuer. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de scale-up licornes qui ont dépassé en fait ces limites d'âge, mais qui continuent beaucoup à recruter. Donc il faudrait pouvoir étendre, par exemple, c'est une des mesures qu'on préconise, d'étendre cette possibilité d'attribution de BSPCE. Et du côté de l'organisation du travail ? Alors effectivement... On a un contrat de travail très figé finalement encore en France, c'est ça ? Il faut se réinventer. Il y a aussi des nouveaux métiers. On parle beaucoup de travailleurs des plateformes, par exemple. C'est un nouveau cadre de travail, un nouveau style de travail. Donc, il faut pouvoir légiférer d'une nouvelle manière. Il faut accompagner tout ça. Travailleurs des plateformes, c'est plutôt un appauvrissement des travailleurs. Parce qu'on parle... J'ai employé le mot employeur des plateformes, je n'ai peut-être pas dû, mais en fait, tous les métiers, il y a des nouveaux statuts qui sont créés. Il y a des freelances qui ont choisi d'être freelance, pas forcément pour travailler pour des plateformes, ce qu'on attaque en priorité. Qui sont plutôt des petits boulots très peu rémunérés. Si on parle des vrais travailleurs des plateformes pour nourrir les intelligences artificielles d'Amazon, de Google notamment. C'est pas aujourd'hui, c'est juste des nouvelles formes de travail qui sont en train d'être créées, et il faut effectivement pouvoir s'adapter et être beaucoup plus flexible au niveau des contrats. Mais avant même de parler contrats, il faut déjà trouver les personnes pour répondre à ces besoins. Et l'enjeu est aussi là, et c'est ça qui est assez dramatique, c'est que on a un enjeu social en France qui est le taux de chômage qui est assez élevé. Donc on a potentiellement un gros vivier de talents à disposition, et en parallèle, on a plein de startups qui n'arrivent pas à grandir parce qu'elles n'arrivent pas à trouver des talents. Donc il y a un enjeu de formation qui est hyper important, et c'est un enjeu de formation qui, je pense, s'applique notamment sur la formation professionnelle continue, avec pourquoi pas la possibilité de transférer donc, ces personnes au chômage dans des entreprises via des contrats d'alternance, mais après 30 ans, parce qu'aujourd'hui ça s'arrête à 30 ans.
mais je pense qu'on doit se former tout au long de sa vie et que on n'est le pas chômage ne complètement concerne pas que fichu les jeunes, après même s'il 30 ans. concerne les jeunes. On n'est pas fichu après 30 ans déjà, et même si le chômage concerne aussi beaucoup les jeunes, et donc du coup il y a aussi une notion de formation à l'école qui est très important, ça peut aussi se faire après. Et donc pour reparler de sujet des jeunes, nous on pousse aussi dans nos recommandations une formation dès le plus jeune âge aux enjeux du numérique, donc c'est la cybersécurité, c'est l'intelligence artificielle. Et pourquoi c'est aussi important, et moi c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est que plus on formera jeunes, plus on cassera des idées reçues sur ce qu'est le secteur du numérique et du coup quelque part des freins à l'entrée, et ça va aussi nous permettre d'avoir des profils plus divers et notamment plus de femmes. Et oui, important, la mixité, c'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi beaucoup. On en parlait tout à l'heure. Je voulais terminer avec ces grandes thématiques qui nourrissent votre manifeste. La troisième, donc, c'est réduire les fractures françaises dans les territoires. Là, on parle de quoi? De responsabilité sociale et environnementale. Ça, c'est un sujet qui est déjà adressé. Il y a déjà beaucoup de contraintes RSE dans les entreprises. Là, je ne parle pas de contraintes, je parle de nous donner des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, on a une fracture du numérique qui s'opère par le simple fait que 12% de la population n'a pas accès à un matériel suffisant pour pouvoir travailler correctement à distance. Donc ça passe déjà par un réarmement technologique en donnant des crédits d'impôt recherche, ça c'est une de nos mesures, pour pouvoir avoir le matériel nécessaire. Ça passe par des ordinateurs, des téléphones. C'est aussi assurer le haut débit partout en France, une couverture à 100%, on ne l'a pas encore. Donc ça aussi, il faut continuer. Je veux dire, oui. un chemin a été parcouru, mais il faut quand même pouvoir accélérer. Ça, on en a parlé avec la nouvelle présidente de l'ARCEP, lors de la Rodière, dans sa grande interview. Il y a des engagements qui ont été pris, ça a quand même beaucoup avancé. Ça a beaucoup avancé, mais on ne peut pas s'en contenter. Il faut toujours aller plus loin. Et on ne lâche pas la pression. On ne lâche pas la pression, exactement. Puis, je pense que c'est quelque chose qui peut être hyper bénéfique et complètement lié avec, effectivement, la transition écologique. Parce que déjà, ça permet des personnes de travailler dans les territoires. Donc, il y a une certaine forme de redynamisation qui est assez importante et qui est déjà en train de se faire. Mais c'est, je pense, encore un état embryonnaire. On a quelques exemples. On a l'exemple de Insect à Amiens. On peut avoir l'exemple de Jungle à Château-Thierry. Voilà, il y a des villes où on construit des nouvelles startups. OVH dans le Nord. Dans le Nord, dans le Sud, partout. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que ça peut aussi être couplé à une transition environnementale intéressante. Quand je parlais d'acheter des nouveaux matériaux, du nouveau matériel informatique, ça peut aussi être du matériel reconditionné. Et dans ces mesures qu'on pousse, c'est notamment de réduire la TVA pour les produits reconditionnés à 5,5%. Donc les deux peuvent aller ensemble. Oui, alors qu'on vient de décider que finalement ces produits reconditionnés ne seraient pas exonérés de la redevance pour copie privée. Alors, je ne sais pas si on va dans le même sens. Donc, du coup, on va essayer de compenser. D'accord, par la TVA. Ok. Et d'ailleurs, donc quatrième volet, c'est le financement. Finalement, à la fin d'un manifeste, on finit toujours par demander de l'argent, c'est ça ? C'est pas tellement demander de l'argent, c'est aider à bien flécher cet argent. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est bien d'avoir un budget. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on le flèche au bon endroit. Ouais. Et quel est le problème aujourd'hui de fléchage de cet argent ? Je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à faire des choses très très bien. Et on a pu voir qu'il y a eu des aides de l'État qui ont été très appréciées par le start-up. Ne serait-ce que pendant le confinement, la flexibilité qu'on a pu avoir sur le prêt garanti par l'État. Là, ça a été beaucoup de discussions au tout début de la crise, mais qui ont finalement vraiment porté leurs fruits, puisqu'on a pu attribuer des prêts à des entreprises qui à l'origine ne sont pas éligibles parce que les startups sont des entreprises qui perdent de l'argent, vu de loin. C'est des startups qui investissent en permanence, donc qui n'ont pas un chiffre d'affaires positif, un résultat positif. Donc voilà, il y a des aides qui ont été créées, qui ont très bien fonctionné. Il y a des crédits d'impôt recherche aujourd'hui, des crédits à l'innovation qui sont attribués à ces startups. Mais c'est très, on va dire, concentré pour l'instant sur la phase d'amorçage. Alors que, comme je disais, l'écosystème est complètement en pleine évolution et en train de devenir plus mature. Donc il faut aussi savoir accompagner et financer à tout stade de maturité de l'entreprise. Donc avoir plus d'argent dans du late stage pour pouvoir investir dans des grosses licornes. Puis après, il y a toute la phase d'après. Comment est-ce qu'on accompagne ces sociétés aussi vers une sortie, donc une exit, une IPO, par exemple. Ok, donc une introduction en bourse. Oui. Alors, il y a une autre échéance importante pour la France, c'est la présidence de l'Union européenne. Est-ce que là aussi, vous allez porter des sujets peut-être un peu différents ? Alors, c'est des sujets qui se recoupent quand même énormément. Il y a aussi un travail de fond, on l'a sorti la semaine, il y a 10 jours déjà, je n'ai plus les dates en tête, mais une autre étude qui sont effectivement des recommandations pour la présidence française de l'Union européenne, mais qui se recoupent énormément. Je parlais notamment de la commande publique. Et puis pour les enjeux de financement qu'on pousse en France, ils sont les mêmes à l'échelle européenne, puisqu'il y a aussi des poches budgétaires à aller chercher au niveau de l'Europe, mais toujours pour les flécher dans des domaines stratégiques, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Et tout ça pour dire au final que
Donc on a 36 mesures au total dans ce manifeste. Il y a peut-être une mesure qu'on peut retenir qui peut être importante et qui est transversale à toutes, c'est déjà tout simplement, dans la mesure où le numérique aujourd'hui est une véritable locomotive pour l'économie française et qu'il est partout et pas simplement cantonné à des startups, c'est vraiment dans tous les domaines, on aimerait avoir un ministre du numérique de plein exercice. Pas un secrétaire d'État chargé à la transition numérique, pas seulement, mais un vrai ministre du numérique. Exactement. Alors, vous êtes aussi une ex-starter, qui est une association fondée par Roxane Varza, qu'on connaît bien, qui s'occupe de Station F et qui donne de la visibilité aux femmes dans la tech et aux entrepreneurs avec un E et un S. Vous êtes aussi assez proche du réseau Sista, qui est un collectif qui vise à réduire ces inégalités de financement entre les femmes et les hommes entrepreneurs. En matière de diversité, puisque vous êtes vraiment très intéressé par ce sujet des RH, des ressources humaines, est-ce qu'il vous semble que les choses ont bougé quand même ? Les choses ont évolué. Clairement, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait ces derniers temps et j'étais très contente effectivement de pouvoir être active dans l'association Starter parce qu'on a vraiment mis en lumière des chiffres. En fait, il y a des idées qui sont un peu dans les esprits, c'est bien de pouvoir mettre des chiffres dessus pour se rendre compte en fait, de l'étendue quelque part des dégâts. Oui. Et ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même en train d'être à un plafond de verre où des femmes dirigeantes dans des directions mixtes, donc avec des hommes et des femmes, il y en a jusqu'à 20%. On n'a jamais réussi à aller plus loin. Et quand on s'arrête juste aux femmes, donc aux simples dirigeantes femmes, là, on descend carrément à 5%. Donc il y a encore un problème de représentativité, sachant qu'en plus, on sait que la mixité apporte énormément de choses. D'ailleurs, quand on faisait cette étude, donc moi j'ai beaucoup travaillé sur une étude qui s'appelle le baromètre Starter, qui permettait effectivement donc, du coup, de quantifier ce nombre de femmes dirigeantes qui lèvent des fonds. Et les montants levés étaient toujours aussi inférieurs. Ça, c'était un biais à la fois des investisseurs, mais aussi des femmes elles-mêmes. Donc, qui ne demandaient peut-être pas suffisamment. Donc, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Et puis, il y a... Après, tout ça pour dire, je ne suis pas du tout pessimiste là-dessus. Moi, je suis pleine d'espoir, au contraire. Et il faut continuer à en parler. Et c'est pour ça que je milite énormément, à la fois pour que ces associations existent, mais pour que nous aussi, France Digital, on soit un écho d'une manière différente. Je parlais notamment sur les sujets de formation. Parce que voilà, c'est assez complémentaire. Les choses ont quand même évolué parce qu'au tout début, quand on regardait les levées de fonds féminines, elles portaient surtout sur du e-commerce. Mais maintenant, on voit beaucoup de femmes dirigeantes et des femmes dirigeantes seules sur vraiment des métiers très, très techniques, des entreprises dans la cybersécurité, dans l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est agréable à voir, mais c'est clairement pas suffisant. Il faut continuer de militer là-dessus. Il faut rester dans l'action. On va préciser, donc là, c'est la publication du manifeste, là, en ce moment même. Hier. Donc à disposition de tous les candidats à l'élection présidentielle 2022. Et ensuite, on aura le droit à des pitchs de ces candidats. C'est l'idée. Aujourd'hui, on sort notre boîte à outils. Maintenant, on va la diffuser. Donc, à partir de maintenant jusqu'au mois d'avril, donc jusqu'aux élections, notre travail va être d'aller à la rencontre des campagnes, des équipes de campagne présidentielle. Et effectivement, on va organiser un événement en mars où l'idée va être de faire pitcher les candidats sur nos sujets du numérique. Et c'est quelque chose qu'on a déjà fait notamment donc, en 2017 lors des dernières présidentielles et qu'on fait à chaque élection, à vrai dire. On l'a fait notamment pendant les municipales. On est impatients de voir pitcher ces candidats. Merci beaucoup Maya Noël. Je rappelle que vous êtes la toute nouvelle tête de file, la directrice générale de France Digital, la plus grande organisation de start-up d'Europe. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve lundi. Mais tout de suite, derrière, Smart Tech se termine avec le grand rendez-vous dans l'espace. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous dans l'espace exceptionnel que je vous propose puisque nous allons découvrir ensemble les secrets du télescope James Webb. Ce nouveau télescope est le plus grand jamais construit pour être envoyé dans l'espace. Il décollera depuis la base de Kourou en Guyane d'ici un peu plus d'un mois. Et justement, il y a quelques semaines, le co-responsable de la mission pour l'Agence spatiale européenne était de passage à Paris, Pierre Ferruy. Alors on est allé le rencontrer. Regardez. Je suis avec Pierre Ferruy aujourd'hui pour une interview exceptionnelle dans Smart Space. Pierre Ferruy, bonjour. Vous êtes co-responsable scientifique pour la mission James Webb pour l'Agence spatiale européenne, c'est bien ça ? Oui, bonjour.
et je suis heureux de venir parler de James Webb. Alors James Webb, c'est un télescope le plus grand et le plus puissant jamais réalisé aujourd'hui. Il a été réalisé par 3 agences, l'américaine, la NASA, l'européenne, l'ESA, et puis la canadienne, CSA. Quelle a été la part de responsabilité de l'agence européenne dans ce projet? L'agence européenne, elle a une part de responsabilité qui est très visible en fait, puisqu'elle se découpe en 4 morceaux. Le premier morceau, alors celui-là il va être difficile à ne pas voir, puisque c'est que le lanceur, puisque ce satellite, qui deviendra le plus grand télescope jamais lancé, va être lancé à bord d'une fusée européenne, Ariane 5, de Kourou, en Guyane française. Donc ça, c'est une première contribution. Et notre agence, en fait, l'agence a contribué aussi à 2 des 4 instruments qui vont équiper ce télescope. L'un qui s'appelle NIRSPEC, qui a été fourni vraiment complètement en Europe. Et ensuite, le deuxième, MIRI, pour lequel on a contribué à peu près à moitié. Et une 4e contribution qui est en fait des gens, puisque si on a construit des instruments, on a aussi l'expertise concernant ces instruments. Donc en fait, on a une équipe de 15 personnes qui va travailler en fait aux États-Unis avec nos collègues américains, canadiens, pour faire fonctionner ce magnifique télescope. Alors qu'est-ce qui le rend si exceptionnel? On voit à l'image qu'il est assez impressionnant. Décrivez-nous-le, donnez-nous tous ces détails techniques. Oui, il est impressionnant, c'est par sa taille. En fait, on va envoyer dans l'espace un télescope dans le miroir principal. On voit sur les images un peu ces hexagones dorés. Le miroir principal fait 6,50 m, ce qui est très grand pour un télescope spatial. C'est le plus grand jamais lancé. Oui, Hubble est à 2,40 m. Donc le miroir, c'est la première chose qui est importante pour les astronomes. Mais aussi, ce télescope, on le voit là passer, il a un très très grand pare-soleil qui est la taille d'un court de tennis. Pourquoi un pare-soleil aussi grand? Oui, alors une des particularités de James Webb, on l'appelle aussi Webb, ce télescope, c'est que c'est un télescope qui a une vision infrarouge. Et pour bien voir dans l'infrarouge, eh bien, il faut que le télescope, les instruments soient refroidis. Alors pas qu'un petit peu, c'est pas la température d'un frigidaire, puisqu'on parle d'une température qui est plus basse que moins de 230 degrés. Alors pour faire ça, dans l'espace, par contre, c'est très pratique dans l'espace. Si vous voulez refroidir quelque chose, en fait, il fait froid à partir du moment où vous ne voyez pas de choses qui vont émettre de la chaleur comme le soleil. Donc en fait, on a mis un très grand pare-soleil. Et ce pare-soleil, il va mettre le télescope dans l'ombre. Il va faire face à l'espace profond et il va se refroidir comme ça. Et comme ça, juste en le mettant en permanence dans l'ombre, dans l'obscurité, on va l'amener à moins de 130 degrés. Ce qui permet un gain d'énergie extrêmement important. En fait, c'est un gain, c'est plus d'empêcher le télescope d'émettre sa propre lumière infrarouge. Pour l'observation. Oui, parce qu'en fait, on le sait des militaires, pour détecter les corps humains, par exemple, on peut utiliser des lunettes infrarouges. Et en fait, tout ce qui est autour de nous, là, maintenant, émet de la lumière infrarouge. Donc si on ne refroidit pas notre télescope, c'était un peu comme regarder le ciel sous un lampadaire. On aurait notre télescope qui émettrait sa propre lumière, on ne verrait rien. On le lance le 18 décembre. Il va aller où? Alors, le 18 décembre, donc, il va partir dans l'espace, mais à un point relativement précis dans l'espace, puisqu'il va être envoyé vers un point qu'on appelle un point de Lagrange. C'est le nom d'un mathématicien astronome, en fait, qui a trouvé 5 de ces points. Nous, on l'envoie vers le 2e. Et ce point, en fait, il est éloigné, très éloigné de la Terre, à 1,5 million de kilomètres. Il est situé du côté opposé de la Terre par rapport au Soleil. Et on va le rejoindre et puis se mettre en orbite autour de ce point. L'avantage, c'est que ça va nous permettre, c'est un point qui est très très pratique pour des observations astronomiques. Cet infrarouge, ça va permettre d'observer quoi finalement? Qu'on ne pouvait pas observer jusqu'alors ou alors pas aussi bien? Oui, alors c'est pas le premier télescope infrarouge, donc on pouvait observer, mais là on va pouvoir l'observer de façon bien plus détaillée aussi c'est un télescope qui va être 10 à 100 fois plus puissant que ce qui existe actuellement dans l'infrarouge, donc on va avoir vraiment potentiel de découverte. Et cette vision infrarouge, elle est intéressante dans un peu tous les domaines de l'astronomie. On s'attend à ce que Webb fasse des découvertes dans tous ces domaines. Pour vous en citer 2, par exemple, les 2 qui sont un peu à 2 extrêmes. Un va être très éloigné de nous. La lumière des premières galaxies qui se sont formées dans notre univers, on parle de quelque chose qui est arrivé il y a longtemps, plus de 13 milliards d'années. Cette lumière, même si elle était émise dans le visible, une lumière que notre œil pourrait voir, au cours de son trajet, ces 13 milliards d'années qu'elle a passé à traverser l'univers avant de nous atteindre, et bien en fait, elle traversait un univers en expansion, elle s'est décalée vers le rouge. Et les galaxies, oui, c'est ce qu'on appelle le redshift, le décalage spectral, ce que les astronomes appellent comme ça. Et les plus distantes,
leur lumière a été tellement décalée vers le rouge qu'en fait, il faut aller dans l'infrarouge pour les observer. Donc, comme Webb, vraiment, un de ses objectifs, c'est de comprendre comment ces galaxies sont formées, à quoi elles ressemblent. On veut comprendre l'origine de l'univers, en fait. Oui, on veut comprendre l'origine de... En fait, en comprenant ça, on va regarder un peu comment ce qui nous entoure, parce que nous, on est dans une galaxie, la Voie lactée, on va mieux comprendre, en fait, qu'est-ce qui a amené la Voie lactée telle qu'on la voit maintenant. Donc ça, c'est une chose. Regarder très loin pour les astronomes, ça veut dire aussi remonter dans le temps, puisque la lumière a mis longtemps pour nous parvenir. Et alors, complètement, beaucoup plus proche de nous, on parle des exoplanètes. Alors ça, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Ce qu'on veut faire, c'est comprendre, en fait, quels sont les types de planètes dans lesquelles on va trouver, par exemple, de la vapeur d'eau. Après, bien sûr, on va regarder, est-ce que cette planète, à quelle distance elle est de son étoile? Et dans ces conditions-là, quelle va être sa température? Et peut-être que ça va être des températures dans lesquelles l'eau liquide pourrait exister. Et ça, c'est des choses qui nous intéressent, puisque la vie qu'on connaît, la vie autour de nous, en fait, elle a émergé grâce à l'eau liquide. Donc on cherche à savoir, est-ce qu'il y a d'autres planètes qui ont des conditions favorables? Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie dessus, mais est-ce qu'il y a d'autres planètes avec des conditions favorables à l'apparition de la vie? C'est une question auquel on essaie de répondre depuis très très longtemps. Donc on ne va peut-être pas y répondre directement, mais on va avancer d'un grand pas dans cette direction. C'est vraiment un défi technologique. On peut s'arrêter deux minutes là-dessus, mais le déplier dans l'espace, c'est un énorme défi technologique. Oui, ça a été un défi technologique. C'est ce qu'on voit à l'image. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'image. C'est une partie de ce déploiement. Donc c'est un défi technologique auquel c'est pas uniquement un défi technologique auquel on doit répondre dans l'espace. C'est un défi technologique auquel on a répondu avant même d'aller dans l'espace, puisqu'il a fallu faire énormément de tests, donc il a fallu concevoir ce satellite, mais aussi après, à chaque étape de l'assemblage, on a testé, parce qu'on n'a pas droit à une deuxième chance. Il faut que ça marche une fois dans l'espace. C'est quand même un projet à 10 milliards de dollars, il faut le préciser, donc effectivement, on n'a pas le droit à une deuxième chance. Oui, et les attentes des scientifiques sont à la hauteur de ce budget. Il faut vraiment le savoir, c'est un télescope hors norme. C'est un télescope qui va permettre des choses nouvelles, complètement nouvelles. Pour vous donner un ordre de grandeur, d'idée, on a fait un appel à proposition aux scientifiques, en fait, pour établir le programme de la première année d'observation de James Webb. En fait, on l'a fait avant. Maintenant, on est en train de... Donc, il y a déjà un ordre pour pouvoir analyser, traiter les données. Oui, il n'y a pas encore l'ordre, parce que ça, on va attendre vraiment de savoir quel est le vrai planning. Mais par contre, la sélection des programmes, on sait ce que cette première année va comprendre. Peut-être pas l'ordre détaillé des différents programmes, mais on sait ce qu'il va y avoir. Et il y a eu plus de 1000 propositions qui ont été reçues. C'était très compétitif. Il y en a eu beaucoup plus de reçus que ce qu'on pouvait, que le temps disponible en une année. Et donc, vous en avez sélectionné combien ? En fait, il y a ce qu'on appelle un facteur de pression qui est supérieur à 4. Donc, on a du mal à se rendre compte. Ouais, ok, d'accord. Et un exemple de projet qui va être mené, de réponse qu'on va apporter? Alors, des exemples liés aux exemples que je vous ai donnés. En fait, il y a de très nombreux programmes qui vont étudier les atmosphères de différentes exoplanètes. Il y a aussi, si on sort un peu des exemples que j'ai déjà donnés, il y a des programmes qui vont permettre d'étudier la formation des étoiles et des systèmes planétaires. Alors, quand vont commencer précisément ces observations? Alors, c'est 6 mois après le lancement, puisque en fait, la période de déploiement, elle dure à peu près 3 semaines. Webb met aussi 1 mois pour atteindre son orbite. Et après ça, il y a toute une phase de mise en marche. Ce télescope qu'on voit là à l'écran avec ses 18 segments, c'est fait de 18 morceaux. Et ces morceaux, une fois en orbite, on va les aligner très précisément de façon à ce qu'ils fonctionnent comme un unique miroir. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, en fait, à l'arrière de ce télescope, on va retrouver derrière les 4 instruments. Et c'est pareil, les instruments, on va les mettre en marche, on va vérifier que tout fonctionne bien. Finalement, il faut que tout soit prêt, parce que dès que ça va commencer, les chercheurs vont vraiment utiliser le télescope à fond. Donc nous, on le prépare, et ça prend à peu près 6 mois. Donc les premières images de Webb, il faudra attendre 6 mois après le lancement pour les voir. Merci beaucoup, Pierre Ferruy, d'être venu répondre à nos questions pour Smart Space. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous êtes toujours dans Smart Space et pour aller plus loin, toujours sur ce sujet, nous avons avec nous Pierre Henriquet qui nous a rejoint à distance. Bonjour Pierre.
Bonjour. Alors, vous êtes conférencier et médiateur scientifique. Vous êtes connu du grand public pour vos tweets sous le pseudo Astropierre, dans lesquels vous partagez votre vision de l'actualité scientifique. Alors, ce télescope James Webb, il décollera le 18 décembre, mais en réalité, il aurait dû décoller plusieurs mois avant, voire plusieurs années avant. Il y a eu beaucoup de reports sur le sujet de ce lancement précisément. Pourquoi ? Alors, pour beaucoup de raisons en fait. Il se trouve que ce télescope initialement, il a commencé à être imaginé dans les années 90, en 96, et effectivement, petit à petit, en fait, l'histoire de sa conception a été émaillée par toutes sortes de problèmes qui sont des problèmes qui sont inhérents à ce genre de super projet scientifique. C'est pas quelque chose qui est dû à l'incapacité d'une personne à faire une chose. Il faut quand même se rappeler qu'on est sur l'un des plus gros projets de création de télescopes qui a jamais été fait, en tout cas de télescope spatial. Et ça, ça met en jeu énormément d'acteurs partout sur la planète. Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui doivent se coordonner, qui doivent travailler en symbiose pendant des années et des années. Et donc, ce genre de méga projets scientifiques sont, soyons honnêtes, toujours des projets qui vont prendre du retard. Il y a plusieurs raisons à ces retards. La première, c'est que certaines des technologies dont on va avoir besoin au moment où on démarre le projet ne sont pas encore développées, ne sont pas encore créées au moment où on le lance. Oui. Il s'agit de technologies de pointe, tellement de pointe que lors du développement même du projet, on va devoir imaginer, construire et inventer les instruments qui, au bout du projet, seront installés sur le télescope. Donc évidemment, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas parfaitement anticiper au mois. Il y a forcément toujours des retards puisqu'on fait de la recherche et développement en même temps qu'on fait l'application. Alors pourquoi il va s'appeler James Webb, ce télescope, Pierre ? Alors James Webb, c'est le nom du deuxième administrateur historique de la jeune NASA qui a occupé son poste entre 1961 et 1968. Et donc ce James Webb, il a eu un rôle très important pour les fameuses missions Apollo, les missions qui ont emmené les premiers humains sur la Lune. Et c'est en son honneur en fait qu'on lui a donné ce nom. C'est une fusée européenne, Ariane 5, qui va lancer le télescope dans l'espace depuis Kourou. Pourquoi une fusée européenne ? Pourquoi Ariane 5 ? Comment le choix s'est porté sur cette fusée ? Mais comme on le disait tout à l'heure, ce genre de giga-projets scientifiques sont des projets qui sont internationaux. Maintenant, plus le projet est grand et plus on va avoir un grand nombre de pays qui vont s'unir pour travailler ensemble et les faire. Et donc chaque pays, chaque agence spatiale, chaque continent, parce que là c'est l'agence spatiale européenne, donc c'est le continent européen, chaque agence va amener un savoir-faire, va amener quelque chose sur un instrument, sur une partie technique, sur une partie électronique, sur les communications et donc sur le lanceur. Et lors des toutes premières discussions sur qui ferait quoi, justement l'Agence spatiale européenne a proposé d'amener des instruments scientifiques et aussi d'amener son lanceur Ariane qui est quand même aussi l'un des lanceurs les plus fiables qui existent. On rappelle effectivement que ce télescope est maintenant extrêmement cher, 10 milliards de dollars, mais c'est aussi l'un des instruments les plus pointus et il faut aussi avoir un lanceur qui nous assure qu'il n'y aura aucun problème au décollage. Ça fait 25 ans qu'Ariane 5 décolle et envoie des charges utiles dans l'espace, donc c'est aussi sa fiabilité qui a permis de la sélectionner. C'est un symbole assez fort finalement que ce soit une fusée européenne qui lance ce bijou technologique international, mais qui est quand même un bijou marketé principalement NASA, même si c'est une collaboration internationale. C'est un symbole assez fort de la position européenne dans le spatial. C'est un symbole fort, effectivement, de la position de l'Europe. L'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale américaine sont les deux principales agences mondiales. Pour l'instant, il y a d'autres agences aussi qui sont en train de monter petit à petit, mais on est vraiment sur le top. L'Agence spatiale européenne a aussi une communication qui est différente de l'Agence spatiale américaine, qui va communiquer plus sur les objectifs scientifiques et sur les découvertes. L'Agence spatiale américaine, la NASA, a une communication qui est un peu plus agressive aussi, ce qui fait qu'on peut parfois avoir l'impression qu'on entend plus parler des projets de la NASA que des projets de l'ESA,
l'Agence spatiale européenne. Mais en fait, c'est faux en termes de collaboration et en termes de résultats, parce que effectivement, ces deux agences sont vraiment à la pointe, toutes les deux, et c'est un très très beau projet pour l'Europe. Comment va se passer ce lancement? Pierre Ferry nous en a donné un aperçu pour les étapes suivantes, mais au moment du lancement et les premiers jours, combien de temps ça va durer? Eh bien, figurez-vous que le compte à rebours est déjà lancé. Notre James Webb se trouve actuellement en Guyane. Et 7 jours avant, donc une semaine avant, le JWST, donc le James Webb Space Telescope, sera posé sur Ariane. Donc ça se passera une semaine avant. Donc le lancement est le 18, donc on commencera vers le 11 décembre. Le lendemain, eh bien, la coiffe qui protège justement le télescope des rigueurs du lancement sera posée dessus. La veille, eh bien, Ariane, avec le JWST à l'intérieur et sa coiffe posée, va rouler tout doucement sur le pas de tir pour se positionner au bon endroit. Le jour même, eh bien, on aura le lancement avec ce fameux compte à rebours. Et ensuite, eh bien, tout va s'accélérer. 2 minutes après le lancement, vous avez les 2 étages à poudre, les 2 boosters qui sont sur le côté de la NASA, qui sont sur le côté de la fusée, du lanceur, qui vont se séparer. Ça, c'est T plus 2 minutes. T plus 3 minutes. On est déjà tellement haut que l'atmosphère ne pose plus de problème. La coiffe se sépare. T plus 9 minutes. L'étage principal s'arrête et le deuxième étage se sépare du premier étage et continue sa route. Ensuite, nous aurons l'allumage du deuxième étage. 27 minutes plus tard, ça va aller très très vite, eh bien, le télescope lui-même se sépare de ce deuxième étage et part en direction de sa destination. Et après, les choses vont être un petit peu plus lentes. Il faudra 1 mois pour que le télescope se déploie complètement. Il faudra encore 2 mois pour qu'on vérifie, pour qu'on mette en route tous les instruments. Il faudra encore 3 mois pour qu'on teste tous ces instruments pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et donc 6 mois plus tard, on pourra commencer à faire de la science, c'est-à-dire à la moitié de l'année 2022. On a encore un petit peu de temps devant nous. C'est un événement qui intéresse énormément le grand public, le lancement de ce télescope et puis la construction de ce télescope. Comment ça se fait? Pourquoi le grand public est si intéressé par le télescope James Webb? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on adore les records. Et clairement, le télescope spatial James Webb est le télescope de tous les records. On n'a jamais mis dans l'espace un télescope avec un miroir aussi important. Tout le monde connaît le télescope spatial Hubble et le télescope James Webb sera 100 fois plus sensible que Hubble. Donc on va vraiment pouvoir plonger nos yeux artificiels jusqu'au fin fond de l'univers. Tout l'univers observable nous sera accessible par ce télescope et ça, évidemment, ça fait rêver. C'est un télescope qui, en plus, ne se situe pas juste à côté de la Terre, comme Hubble. C'est un télescope qui se trouve, on l'a dit tout à l'heure, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et il y a aussi, évidemment, ce suspense parce qu'il faut absolument que tout fonctionne parfaitement du premier coup. Ça fait une vingtaine d'années qu'on le conçoit, le stress est au maximum et là, il n'y aura aucun moyen d'aller le réparer si jamais, comme Hubble, on a des petits soucis lors de ses débuts et de ses premières années. Donc ce suspense, plus tous ces chiffres fantastiques qui nous sont accessibles par ce télescope, font certainement une partie de la fascination du grand public pour ce lancement qui va arriver, je le rappelle, le mois prochain. Merci beaucoup Pierre Henriquet d'avoir pris le temps de nous présenter les détails, les secrets qui seront cachés derrière ce lancement qui est donc prévu le 18 décembre à la base de Kourou en Guyane française. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette émission Smart Space. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous dans l'espace exceptionnel dédié au télescope James Webb. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de Smart Tech. Retrouvez votre émission dès lundi sur Bismart. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.